Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce cours qui traitera les stratégies de lutte contre les principales maladies dans la culture de pommes biologiques. Je m'appelle Clémence Boutry et travaille au FIBEL, Institut de recherche de l'agriculture biologique, Afrique, situé dans la partie germanophone de la Suisse. Ce cours en ligne sur l'arboriculture biologique a été créé dans le cadre du projet européen BioFruitNet, lequel a permis, à l'échelle européenne, de mieux connaître les besoins de recherche en arboriculture biologique, d'identifier les meilleures sources d'informations disponibles en Europe sur ces sujets, de les adapter sous de multiples formats, dont des résumés pratiques, des vidéos, des podcasts, et de les traduire dans les langues des partenaires du projet. Les principales maladies dans la production de pommes en bio sont la tavelure, causée par le champignon Ventouria inequalis, l'oïdium, causé par le champignon Podosphaera leucotricha, le feu bactérien, causé par la bactérie Erwinia amylovora, la maladie de la suie, causée par un complexe de différents champignons, et la pourriture lenticellaire, causée par des champignons de la famille Neofabrea, anciennement appelée Gloeosporium, qui est une maladie de conservation, donc apparaît en post-récolte. Toutes ces maladies peuvent également affecter les poires. Pour chaque maladie, je vais vous présenter quelques informations sur le pathogène, puis comment reconnaître les symptômes de la maladie, comment faire le suivi et enfin, comment faire la gestion de cette maladie. La tavelure du pommier est la maladie fongique la plus importante dans la production de pommes. Le pommier est l'hôte principal de Ventouria inequalis, mais le champignon a aussi d'autres hôtes facultatifs comme le sorbier. Les dégâts causés par la tavelure du pommier peuvent se produire à la fois au verger en pré-récolte et durant le stockage en post-récolte. Vous voyez présenté ici le cycle de vie du champignon. Le champignon de la tavelure du pommier passe l'hiver dans les feuilles infectées sur le sol, dans des fructifications appelées péritès. Les spores primaires du champignon, appelés ascospores, sont libérés des fructifications pendant les périodes pluvieuses au printemps. Les spores sont transportés par le vent et la pluie sur les feuilles, où elles germent et pénètrent dans le tissu végétal, entraînant une infection. Les infections primaires peuvent se produire à partir du débourrement, jusqu'à 1 à 2 semaines après la chute des pétales. Les symptômes apparaissent 1 à 2 semaines après l'infection. Des spores secondaires, asexuées, appelées conidies, sont produites dans les lésions et provoquent de nouvelles infections sur les feuilles et les fruits pendant les périodes pluvieuses. Les infections secondaires peuvent se produire tout au long de la saison de croissance. Quels sont les symptômes et les dégâts de la tavelure du pommier? Les symptômes apparaissent sur les feuilles et les fruits. Les lésions sur feuilles apparaissent d'abord comme des taches circulaires vert clair qui deviennent ensuite brunes et d'aspect velouté. Les lésions peuvent rester distinctes ou s'unir en de plus grandes zones d'infection. Si les infections précoces sont graves, les feuilles peuvent se recroqueviller, se plisser, se dessécher et tombent souvent prématurément. Les symptômes sur fruits se présentent sous la forme de lésions distinctes, presque circulaires, comme sur les feuilles, qui sont d'abord vert olive et veloutées, mais qui deviennent ensuite plus foncées, brun foncé à noir et parfois fissurées. Une infection précoce sévère des fruits donne des fruits déformés ou même atrophiés, qui peuvent tomber prématurément. Les infections des fruits en fin de saison peuvent se transformer en taches de tavelure foncée noirâtre pendant le stockage. Des infections multiples peuvent se produire tout au long de la saison, tant sur les feuilles que sur les fruits. Les taches sur les fruits entraînent la dépréciation des fruits et les taches sur les feuilles, une perte de la capacité photosynthétique de la feuille et à terme, le décès des arbres dû à l'épuisement des réserves de nutriments. Comment faire le suivi de la tavelure du pommier? Comme évoqué, le champignon passe l'hiver dans les feuilles infectées au sol. Au printemps, les ascospores, l'inoculum primaire, sont libérés après la pluie. La libération de ces ascospores peut être suivie en utilisant des pièges à spores, comme vous voyez dans l'image en haut à droite.
En général, c'est un travail qui est effectué par les stations de recherche pour valider et optimiser les modèles de prévision. Le moment de la première libération d'ascospores, par exemple, va être utilisé pour calculer le risque d'infection de la première infection de la saison. Les modèles de prévision sont basés sur les données météorologiques et servent à évaluer le risque d'infection et aider les arboriculteurs à optimiser le calendrier des traitements. Vous avez différents logiciels disponibles, dont le modèle RIMPRO qui est un des modèles les plus utilisés. Vous voyez dans le graphique à droite un exemple de prévision RIMPRO que je vais vous expliquer. Donc dans la partie en bas du graphique, la partie A, vous voyez les périodes de précipitation indiquées avec des barres bleu foncé et les périodes d'humectation foliaire indiquées par les barres bleu clair. Ensuite, dans la partie B du graphique, vous voyez le processus de maturation des fructifications avec les ascospores dans la litière des feuilles. Le processus de maturation est déterminé par les conditions de température et d'humidité. La zone marron correspond aux spores qui ne sont pas encore matures, tandis que la zone rouge correspond aux ascospores matures, prêtes à être éjectées lors du prochain événement pluvieux. Ensuite, dans la partie C du graphique, vous voyez une simulation du processus d'infection. Les barres jaunes, comme indiqué sur la figure de détail, correspondent à la décharge de spores en fonction du stock de spores matures, de la pluie, de la température et des conditions de lumière. Ces spores éjectés peuvent atterrir sur une feuille et germer. La zone blanche derrière la barre jaune représente les spores en germination sur les feuilles. Ces spores en germination sont encore sensibles aux fongicides de contact, donc pendant cette période de la zone blanche, on peut faire un traitement stop. La ligne rouge représente le nombre relatif de spores qui ont réussi à infecter la feuille. Plus la courbe rouge est élevée, plus l'infection est grave. La zone orange représente la période pendant laquelle le champignon n'a développé que ses structures filamenteuses primaires dans la feuille. Comment gérer la tavelure du pommier? Les mesures préventives jouent un rôle crucial dans la gestion de la tavelure du pommier. Tout d'abord, lors de la plantation d'un nouveau verger, on peut choisir des variétés résistantes à la tavelure ou tout au moins robustes. Ensuite, on peut réduire l'inoculum en favorisant la dégradation des feuilles mortes pendant l'automne, par exemple en les ramassant et en les broyant. Dans l'image A, vous voyez un système à brosse pour ramener les feuilles au milieu de l'interrang. Ensuite, dans l'image B, vous voyez l'état avant le passage avec les brosses et le résultat après passage. Puis dans l'image C, vous voyez le passage avec la broyeuse. Vous pouvez également appliquer des produits azotés au sol pour favoriser la dégradation des feuilles mortes, par exemple de la vinasse. Ensuite, par la taille, vous pouvez assurer une structure de la couronne aérée et une croissance équilibrée afin de favoriser un séchage rapide et réduire la durée d'humectation du feuillage. Et puis aussi pour réduire l'humidité dans le feuillage, vous pouvez opter pour un système d'irrigation goutte à goutte par rapport à un système à aspersion. Ensuite, pour la lutte directe contre la tavelure du pommier avec des produits phytosanitaires, on différencie entre les traitements préventifs qui sont faits avant la pluie et les traitements stop qui sont faits après la pluie au début de la phase d'infection.
Le traitement préventif doit être effectué si possible juste avant le début des précipitations. Si plusieurs jours se sont écoulés entre le traitement préventif et les précipitations, il y a le risque que de nouvelles feuilles se soient développées qui ne sont pas protégées. Pour les variétés sensibles, il est recommandé, indépendamment de la pression de la tavelure, de couvrir préventivement tous les événements pluvieux du stade bouton rose à la pleine floraison. Le traitement stop est effectué pendant la phase de germination des spores sur les feuilles humides dans un délai de 250 °H, en sachant que les degrés heure sont calculés en multipliant la température moyenne avec le nombre d'heures. Les fongicides utilisés en production biologique comprennent le soufre mouillable, la chaux-soufrée, le bicarbonate de potassium et le cuivre. Vérifiez les spécifications et autorisations en cours dans votre pays avant d'appliquer un produit. L'utilisation de stations météorologiques et de modèles de prévision doit être combinée afin d'effectuer les traitements au bon moment. Vous pouvez utiliser la station météorologique la plus proche dans votre région ou, encore mieux, avoir votre propre station météorologique dans votre verger. La prochaine maladie principale est l'oïdium. L'oïdium, causé par le champignon Podosphaera leucotricha, a comme hôte principal le pommier et le poirier. D'autres espèces du genre Podosphaera peuvent causer de l'oïdium sur d'autres cultures, par exemple Podosphaera tridactyla et Podosphaera panosa sur prunier, pêcher nectarinier ou abricotier, Podosphaera clandestine sur néflier, Podosphaera xanthi sur cucurbitacée ou encore Podosphaera panosa sur rosier. Le champignon Podosphaera leucotricha passe l'hiver sous forme de mycélium dans les bourgeons infectés l'année précédente. Au printemps, les bourgeons infectés sortent de leur dormance et s'ouvrent. Le champignon infecte alors les pousses en développement et les jeunes tissus foliaires. Pour germer, les spores du champignon ont besoin d'une humidité de l'air élevée, supérieure à 70%, ce qui est généralement le cas à la surface inférieure de la feuille, et il a besoin des températures comprises entre 10 et 25 degrés. Plus la température et l'humidité de l'air sont élevées, plus les spores sont libérés. Contrairement à la plupart des champignons pathogènes foliaires, les précipitations et l'humectation des feuilles sont un facteur réduisant l'infection. La pluie élimine les spores de l'air et interrompt la sporulation pendant un court laps de temps. De plus, les spores ne peuvent pas germer dans un film d'eau. Les feuilles les plus jeunes sont les plus sensibles, mais deviennent de plus en plus résistantes au fur et à mesure de leur maturation. Les infections secondaires se produisent lorsque des spores dispersés par le vent atterrissent sur de jeunes feuilles et y provoquent des infections. Des infections secondaires peuvent se produire tout au long de la saison. Quels sont les symptômes et les dégâts de l'oïdium? L'oïdium peut attaquer les feuilles, les fleurs et les fruits. Sur feuilles, vous voyez des taches blanches constituées de mycélium et de spores qui se développent sur la surface inférieure de la feuille. Dans des conditions favorables, les taches s'agrandissent et fusionnent pour couvrir toute la surface inférieure de la feuille. Les feuilles atteintes se recroquevillent vers le haut et deviennent plissées, rabougries et cassantes. Les fleurs infectées flétrissent et ne produisent pas de fruits. Les symptômes sur fruits ne sont généralement pas visibles sauf en cas de niveau élevé de la maladie sur les variétés sensibles. Les infections sur les jeunes fruits provoquent un roussissement et une décoloration réticulaire et peuvent entraîner une forte déformation des fruits. Comment gérer l'oïdium? Mesures préventives. Si vous avez une forte pression d'oïdium dans votre parcelle, il vaut mieux éviter de planter des variétés sensibles. Ensuite, étant donné que le champignon a besoin d'une humidité de l'air élevée,
on va essayer de réduire l'humidité dans le verger en plantant les arbres dans des endroits ensoleillés avec une bonne circulation de l'air et en évitant la surdensité de plantation. Une autre mesure préventive est la réduction de l'inoculum en éliminant les pousses infectées au printemps et tout au long de la saison pour réduire les infections secondaires et en supprimant les rameaux atteints lors de la taille d'hiver puisque c'est dans les bourgeons que le champignon va passer l'hiver. Vous pouvez aussi lutter de manière directe avec des produits phytosanitaires si vous avez des variétés sensibles ou si des problèmes sont apparus les années précédentes en traitant dès la préfloraison avec des produits à base de soufre et de bicarbonate. La prochaine maladie principale est le feu bactérien. Le feu bactérien causé par la bactérie Erwinia amylovora est une maladie particulièrement dangereuse et contagieuse du pommier et du poirier qui entraîne la mort des arbres. Le feu bactérien peut non seulement affecter le pommier et le poirier, mais également d'autres arbres et arbustes de la famille des rosacées, comme le cognacier, le néflier, le sorbier, l'aubépine, l'amélanchier ou le cotonéaster, des espèces qu'on retrouve dans les haies, en lisière de forêt ou dans les jardins privés. Quel est le cycle de vie de cette bactérie? La bactérie passe l'hiver dans les tissus malades, principalement à l'extrémité des branches et en bordure de vieux chancres. Erwinia amylovora est dispersée par les gouttes de pluie, le vent et les insectes pollinisateurs, et un temps chaud et humide facilite le développement du pathogène. Les arbres sont plus sensibles à l'infection lorsqu'ils sont en fleurs, la sensibilité diminuant considérablement avant et après la période de floraison. La bactérie peut coloniser et pénétrer la fleur et causer une infection des fleurs, mais peut également infecter directement les jeunes pousses par les stomates ou par des blessures, provoquant l'infection des pousses. Les symptômes apparaissent environ 1 à 3 semaines après l'infection, les symptômes apparaissant plus rapidement pendant les périodes prolongées de temps humide et chaud. Les infections, initiées dans les fleurs et les pousses, peuvent continuer à s'étendre vers le haut et vers le bas des branches, provoquant le décès de branches charpentières entières et finalement la mort de l'arbre. La bactérie peut être disséminée plus largement par les exsudats, la pluie et les insectes et provoquer des infections secondaires, principalement des infections par blessure. Quels sont les symptômes et dégâts du feu bactérien? Le feu bactérien peut être observé sur tous les tissus aériens, y compris les fleurs, les fruits, les pousses et le porte-greffe. Les symptômes sur fleurs peuvent être observés 1 à 2 semaines après la chute des pétales. Le réceptacle floral, l'ovaire et le pédoncule deviennent imbibés d'eau et ternes d'aspect gris-vert. Plus tard, ces tissus flétrissent et deviennent bruns à noirs. Pendant les périodes de forte humidité, de petites gouttelettes d'exsudat bactérien se forment sur les tissus infectés. Les gouttelettes d'exsudat sont initialement blanc-crème, puis prennent une teinte ambrée en vieillissant, comme vous le voyez sur la photo à droite. Pour ce qui est des symptômes sur feuilles et jeunes pousses, vous avez un noircissement des feuilles et pousses. Les extrémités des pousses infectées s'enroulent souvent, un symptôme connu sous le nom de crosse de berger, comme vous le voyez sur l'image A. De nombreuses pousses malades donnent à l'arbre un aspect desséché et brûlé, comme vous voyez sur l'image B, d'où le nom du feu bactérien. Pour les symptômes sur écorce, vous avez l'écorce des jeunes branches qui se noircit et s'imbibe d'eau. Si vous regardez le bois sous l'écorce, vous verrez des décolorations striées, brunes à noires. À un stade avancé, des fissures se développent dans l'écorce et la surface devient légèrement enfoncée. Un exsudat bactérien de couleur ambrée mélangé à de la sève peut également être présent sur l'écorce. Le feu bactérien peut se répandre très rapidement et sur de grandes surfaces si les conditions d'infection sont favorables. Afin de maîtriser cette maladie, il est important d'agir en préventif et de combiner différentes mesures.
Le risque d'infection doit être vérifié à l'aide de modèles de prévision, en particulier pendant la phase de floraison. Vous pouvez aussi utiliser un kit de test pour le feu bactérien pour contrôler l'infection en cas de doute. En tant que mesure préventive, vous pouvez choisir des variétés et porte-greffes moins sensibles. Ensuite, il est important d'éliminer immédiatement les parties infectées ou même des arbres entiers pendant la saison et d'éliminer les chancres pendant l'hiver. Tous les outils de taille doivent être soigneusement désinfectés pour éviter la propagation de la maladie. Il est également important de contrôler l'environnement pour vérifier la présence de plantes hôtes qui pourraient également héberger l'agent pathogène et soit contrôler s'il y a eu des infections ou éliminer ces plantes. En ce qui concerne la lutte directe avec des produits phytosanitaires, des traitements préventifs avant et sur la fleur peuvent être faits. Vous pouvez utiliser des stimulateurs de défense naturels comme les produits à base de laminarine que vous appliquez dès le débourrement jusqu'à la fin de la floraison. Ou encore, vous pouvez recourir à la lutte biologique avec des produits à base d'antagonistes, comme par exemple la levure Aureobasidium pullulans, appliquée de manière ciblée sur la fleur en fonction du modèle de prévision. L'antagoniste doit être appliqué avant l'infection, son effet étant basé sur la compétition pour les nutriments et l'espace. Nous en venons maintenant à la maladie de la suie, également connue sous le nom de tache de suie, qui apparaît sur les feuilles, les tiges ou les fruits sous forme d'un film superficiel noir constitué de mycélium, donc de filaments de champignons. C'est une maladie qui peut affecter une large palette de plantes, notamment les pommiers et les poiriers, mais aussi les agrumes, l'olivier, les espèces horticoles comme l'aubergine, le poivron et la courgette, et les espèces ornementales comme par exemple le laurier rose et le jasmin. La maladie de la suie est causée par un complexe de différentes espèces de champignons qui changent d'une région à l'autre et même au cours de la saison. Ces agents pathogènes sont des épiphytes, c'est-à-dire qu'ils restent à la surface de la partie attaquée et se servent de leur hôte seulement en tant que support. Les champignons de la maladie de la suie passent l'hiver sur les extrémités des branches, les crevasses de l'écorce, le bois mort ou encore les fruits momifiés. Les spores sont dispersés par le vent et la pluie et peuvent coloniser la surface des fruits pendant toute la saison et prolifèrent surtout lors de conditions humides et chaudes. Les champignons se nourrissent de substrats glucidiques, notamment sous la forme de miella, produits par certains insectes comme les pucerons, les psylles ou les cochenilles. La maladie apparaît généralement en été et se développe jusqu'à la récolte, mais peut aussi continuer à se développer pendant le stockage. Les symptômes de la maladie de la suie se retrouvent surtout sur les fruits, mais les feuilles ou branches peuvent également être atteintes. La maladie de la suie recouvre les fruits, les feuilles et les branches d'une pellicule noire. De nombreux champignons responsables de la maladie de la suie ont des structures collantes qui les aident à adhérer aux surfaces sur lesquelles ils se développent et à absorber l'humidité dont ils ont besoin. La pellicule noire sur les feuilles peut provoquer le jaunissement du feuillage lorsque la lumière du soleil est obstruée. La maladie de la suie cause surtout des dommages indirects par la dépréciation des fruits en raison de leur apparence et par l'altération de la photosynthèse des feuilles. Comment gérer la maladie de la suie? Il faut savoir que les variétés tardives sont plus touchées par cette maladie que les variétés précoces, car la prolongation de la période d'infection et les conditions humides et chaudes en automne sont particulièrement propices au développement de la maladie. L'utilisation de variétés précoces permet donc de limiter les dégâts. Par ailleurs, différentes mesures préventives peuvent être mises en œuvre pour limiter l'humidité dans le verger. Il s'agit notamment de choisir un emplacement bien aéré avant la plantation, d'opter pour un système de taille favorisant une couronne aérée, de régulièrement faucher l'herbe et d'utiliser un système d'irrigation goutte à goutte
plutôt que par aspersion. La lutte directe avec des produits phytosanitaires comprend des traitements avec des produits à base de soufre et de bicarbonate, tout au long de la saison jusqu'à la récolte. La couche noire sur les fruits causée par les champignons de la maladie de la suie n'étant que superficielle, elle peut être éliminée après la récolte, avant le stockage, en brossant les fruits, qui reste la solution la plus efficace jusqu'à présent. Pour ce faire, des brosses spéciales peuvent être utilisées dans le processus de triage post-récolte. Plonger les fruits dans l'eau avant brossage va faciliter l'élimination du film de champignons. Traiter les fruits à l'eau chaude avant stockage va réduire la prolifération des champignons pendant le stockage, mais va pas éliminer les symptômes déjà existants. La dernière maladie que je vais vous présenter est la pourriture lenticellaire, causée par des champignons du genre Neofabrea, anciennement appelé Gloeosporium, dont les espèces Neofabrea perennans, Neofabrea alba, Neofabrea malicortis et Neofabrea kinholzii. La pourriture lenticellaire est une maladie qui affecte principalement les pommes et les poires. Le champignon passe l'hiver dans le verger en tant que saprophyte, dans des fruits momifiés, le bois de taille, les chancres sur l'écorce et la litière de feuilles. Les spores produites sur ces tissus sont dispersées par le vent et la pluie et infectent les fruits à partir de la chute des pétales jusqu'à la récolte. L'infection reste latente et les symptômes ne s'expriment qu'après environ 3 à 4 mois de stockage, déclenchés par le processus de maturation des fruits. Les infections sont plus fréquentes les années pluvieuses et sur les variétés tardives lesquelles reçoivent plus de pluie. Les symptômes de la pourriture lenticellaire sont des lésions circulaires qui se développent à partir des lenticelles, qui sont plates à légèrement enfoncées, avec un halo brun clair à brun foncé, autour d'un centre d'un brun plus clair. Les champignons responsables de la pourriture lenticellaire produisent généralement des lésions au niveau de l'équateur du fruit, mais ils peuvent également produire des lésions autour du pédoncule ou du calice, où ils pénètrent par une blessure ou une petite fissure. Les lésions s'étendent rapidement et, à un stade avancé, de nombreuses pustules blanches peuvent apparaître au centre de la lésion, qui sont les fructifications du champignon. Il est très difficile de différencier les infections de pourriture lenticellaire causées par les différentes espèces de Neofabrea sur les fruits. Les mesures préventives pour gérer la pourriture lenticellaire comprennent la taille et l'élimination des branches atteintes de chancre, l'élimination des fruits pourris, la récolte dans des conditions sèches et au bon moment pour chaque variété choisie, en sachant que des fruits cueillis trop mûrs sont plus sensibles, éviter les variétés sensibles ou réduire le temps de stockage pour les variétés sensibles. Pour la lutte directe, les traitements avec des antagonistes ou des produits à base d'argile ou de cuivre ont une efficacité partielle. Le traitement à l'eau chaude en post-récolte est une mesure efficace pour réduire l'apparition de pourriture lenticellaire pendant le stockage. Merci de votre attention. Si vous avez encore des questions relatives à ce cours, vous pouvez me les poser à moi ou à mon collègue Claude-Éric Parvot qui travaille au GRAB. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur le site web du projet biofruitnet.eu pour voir toutes les autres ressources qui sont à disposition.